Donc je m'appelle Servat, Henri-Jean Servat, et moi je raconte depuis 20 ans, parce que j'ai la chance d'avoir été journaliste pour Match et pour la télévision, et d'avoir vécu chez Elizabeth Taylor, chez Sylvester Stallone, avec la reine d'Italie en exil, tout ce qu'on peut imaginer. Et moi je consignais sur mes carnets le soir, quand je rentrais, tout ce que je voyais, qui était hallucinant. C'était des choses qui dépassaient tout ce qu'on pouvait imaginer, de voir que tout un chacun, roi, reine ou pas, avait les défauts de tout le monde. Et moi, je voulais être le témoin de mon époque. Je voudrais vous raconter ce soir, sans notes, de façon impromptue, parce que moi, ça me fait plaisir, parce que j'adore ce genre de choses. J'adore être dans les moments de l'histoire de France. Enfin, certains peuvent peut-être ricaner, qu'est-ce qui fait que son histoire de France, celui-là? L'histoire de France de mon siècle. Je pense que des gens importants de ce siècle, on y viendra tout à l'heure, comme Bardot, comme James Dean, comme Marilyn Monroe, ont plus écrit l'histoire du siècle que René Coty ou que certains présidents de la République. Ils ont influencé sur les mœurs ou sur les mentalités. Donc c'est ça que je vais vous raconter, quelques moments un peu privilégiés, un peu grandioses, insensés, grandiloquents, grotesques, amusants, pétillants, pimpants. Toutes les fois que Louis XIV buvait, il était installé, donc je répète, assis sur le trône, face à la foule respectueuse. Alors il faut que je vous dise qu'il y avait certaines personnes dans la cour qui étaient mieux considérées que d'autres, qu'on appelait les duchesses à tabouret. Les duchesses à tabouret, elles s'installaient au premier rang, elles avaient droit à un petit tabouret qui était grand comme le quart de cette table. Cette table, on peut tailler 4 tabourets pour les duchesses. C'était les femmes les plus riches de France, les plus titrées, les plus fortunées. Elles avaient droit à un petit tabouret devant le roi. Donc les duchesses à tabouret, le masque blanc et tout. Le roi boit. Qu'est-ce que fait le roi boit? Il boit. L'eau va dans son palais, comme il a le palais troué, ça retombe par le nez dans l'assiette. Vous venez de dîner, mais c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Ça retombe, pouf! Le vin, la soupe, et comme il était la mâchoire endolorie, qu'il n'avait pas beaucoup à manger, il n'avait pas de matière solide qu'il pouvait mâchonner, donc on lui servait beaucoup de liquide, beaucoup de soupe, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de sauces à rôtir, des rots, des choses comme ça et tout ressortait dans l'assiette. Et la cour contemplait ce spectacle dithyrambique du plus grand roi du monde, le monarque soleil, qui buvait et qui, plouf, ça retombait dans son assiette. Donc vous avez compris ce que je veux vous dire, c'est que les royautés, c'est quelque chose, ça part en sucette, quoi. C'est pas excitant. Moi, ce qui m'excite, ce que m'excite aussi, c'est les stars de cinéma. Ça, les stars de cinéma, ça, c'est ce qu'il y a de plus beau sur la Terre. Je trouve ça, c'est excitant, c'est énervant. C'est les nouveaux rois du monde, Alors, on invite Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, elle vient donc là-bas. Et Madame de Gaulle dit, OK, on invite mademoiselle Brigitte Bardot, mais je veux qu'elle soit habillée avec la petite robe noire. Vous savez que le chic du chic, si jamais vous allez à l'Élysée un jour, vous êtes invité par le président actuel, un futur ou un autre, ou une autre, on ne sait pas. Le chic du chic, c'est la petite robe noire. On met une petite robe noire sans rien, sans quoi que ce soit. Et surtout, on ne laisse pas tomber ses cheveux. On relève ses cheveux. Ça n'existe pas, c'est pas le protocole, on ne doit pas avoir les cheveux qui tombent. Donc Madame de Gaulle dit, elle met la petite robe noire et elle relève les cheveux. Bardot, qui sait que Madame de Gaulle n'a pas voulu qu'elle vienne, n'a pas voulu qu'elle vînt, pardon, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait exprès, vous avez vu les photos qui ont fait le tour du monde, elle arrive avec Gunther Sachs, parce qu'elle est déjà divorcée 3 fois, déjà, Bardot, elle arrive avec le petit costume, vous savez, les brandebourgs, là, avec les broderies en soldat, elle fait exprès un uniforme de mec, elle rajoute des bonbons, des brassières, pour convaincre que c'est un uniforme de mec, et elle laisse pendre ses cheveux. Et elle m'a raconté que quand elle est entrée à l'Élysée, on monte les marches, vous savez ce que vous voyez à la télévision, les portes de verre qui s'ouvrent. La générale a failli capoter. Elle a vu Bardot qui arrivait comme ça, tout. Oh, elle a appris qu'elle était narguée, elle a pensé que c'était pas bien pour elle et que c'était extraordinaire. Et alors, je dis, régner de Monaco, c'est un souverain respectueux, très bien. Je trouve simplement qu'il me fait penser au général Tapioca, mon enfance, Rosanna Scafino dans Le Miracle des loups, et régner de Monaco, le général Tapioca, les médailles, ajoutais-je, voulant faire le malin, mais idiot comme un crétin, des médailles de la clavicule à la braguette. On m'a montré la porte. J'ai été viré du jour au lendemain. J'ai fait des missions. Le soir même, prouf, va voir ailleurs si tu es. Moi, je vous passe tous les détails. J'ai réussi à faire un jour une interview d'Elizabeth Taylor. Enfin, c'était compliqué, peu importe. Et je me retrouve donc, j'avais fait un programme du festival de Cannes dans lequel elle était, et je n'avais pas voulu être payé. Je dis, moi, je voudrais prendre un petit déjeuner avec Elizabeth Taylor. Le petit déjeuner, c'est resté une coupe de champagne. Mais c'était, je vous parle, il y a 15 ans de ça. Et moi, je suis rentré à Match grâce à ça, parce que j'ai fait l'interview d'Elizabeth Taylor. Et donc, je rentre dans la suite d'Elizabeth Taylor, où elle habitait, enfin timide, je ne veux pas être vraiment timide, mais on aime le cinéma, c'est James Dean, c'est Rock Hudson, c'est les plus beaux films du monde, c'est extraordinaire ou quoi. Et alors, Elizabeth Taylor est là, bonjour. Alors, elle était très estomaquée du fait que j'eusse préféré prendre un verre avec elle que d'avoir de l'argent. Ça, elle était sciée.
Alors on discute gentiment, et alors elle avait, vous savez, un gros diamant, pensez un bouchon de carafe à peu près, un gros calisson d'ex, comme ça au doigt. Mais on ne sait pas quoi dire. Moi, je voulais qu'elle me racontât l'histoire d'Hollywood, je voulais qu'elle me racontât les grands films, le George Stevens, qu'elle me racontât sa carrière, tout ce qu'elle était. Quoi. Parce que vous savez qu'à Hollywood, les acteurs, ils sont payés. En France, les acteurs, enfin, ils sont payés aussi, mais en France, les acteurs, ils ont un producteur, ils font des films comme ça. Tandis qu'aux États-Unis, ils sont dans une usine, ils sont dans un studio, la Metro-Goldwyn-Mayer, la Fox, la Columbia, ils sont mensualisés. Je veux dire, ils sont les acteurs américains. Marilyn Monroe était à la Fox, Elizabeth Taylor à la Metro-Goldwyn-Mayer, sont des grands studios, ils les mensualisent. Que vous tourniez pas, vous êtes mensualisé tous les mois, vous avez votre salaire qui arrive, c'est le système des studios américains. En France, ça n'existe pas, ce genre de choses. Voilà, donc alors je voulais qu'elle me racontât tout ça, l'Hollywood. Mais j'étais comme un imbécile, je me retrouve face à elle, j'avais 20 minutes, qu'est-ce qu'il fallait que je raconte et tout, elle était là. Elle avait ce diamant, dit le calisson d'ex, comme ça. Dit, oh, on voyait ça, c'était formidable. Alors, sachant pas quoi faire, pardon, je vais vous paraître idiot, mais qu'est-ce qu'il fallait lui dire qu'elle me... Alors je dis, vous avez un beau diamant. Vous voyez la richesse de conversation, déjà, et l'esprit d'à propos. Ah ben, un beau diamant. Elle me dit oui. On va aller loin, avec ça, on va aller loin tous les deux. Alors, toujours très bécasson, bien évidemment, parce qu'on peut être très bécasson. Je lui fais, il vaut cher. Oui, elle me dit. Voilà. Continuant à vouloir faire le malin alors que j'en connaissais rien, je dis, oh là là, il vaut au moins, à l'époque, il vaut au moins, à l'époque, c'était 5 millions de francs. Je dis 5 millions de francs. Elle me dit, non, 5 millions 8, elle me dit. Ah bon, c'était comme ça, c'était le fameux diamant qu'on appelle le diamant Krupp. Vous savez que vous l'avez offert Burton, c'est le plus gros diamant du monde, à part le fameux Régent, qui est dans la couronne de la reine d'Angleterre, comme ça. Ah bon, alors, silence, un ange passe et tout ça. Et puis je vois qu'elle portait le diamant. Je ne sais pas si elle faisait exprès pour que je lui parlât, mais elle avait une espèce de chaîne comme ça, puis elle avait un truc, la fameuse perle, je ne sais pas si vous connaissez sur Elizabeth Taylor, la Pellegrina, cette femme est les plus beaux diamants du monde. Alors elle torche la perle, je dis, oh, c'est une belle perle. Oui, me dit-elle. On va aller loin. Et puis alors elle avait une perle, mais une perlasse, une grosse perlasse qui coulait entre ses seins, formidable, grosse et tout ça. Les seins étaient grossis d'ailleurs, et la perlasse au milieu. Et c'est une belle perle, oui, c'est une belle perle. Et je voulais en faire le malin, vous savez, il y a des magasins, tout était à 10 francs, là, tout était à 5 millions de francs. Je lui fais, oh, c'est encore 5 millions de francs. 5 millions, 6, me dit-elle, pour pas d'attraque. Et à ce moment-là, ce geste hallucinant, alors que je ne rêvais que de parler de cinéma, je rêvais qu'on parle de James Dean, qu'on raconte les films, le tournage de Cléopâtre, Brigitte Bardot avait voulu faire Cléopâtre, Lolo Brigida a voulu faire Cléopâtre, John Collins a voulu faire Cléopâtre, comment ça a été tourné, le procédé d'écran étiré, tout. Vous avez vu Cléopâtre, c'est le film le plus cher, le plus beau du monde. Et alors, à ce moment-là, elle rapproche la perle, la bague de la perle, elle les met côte à côte, et il y avait une superficie, c'est qui était un espèce de gros timbre-poste, les gros timbres, je sais pas... un demi-éclair, un demi-millefeuille, quoi. Sur ce petit carré-là, il y avait 1,3 milliard devant moi. À l'époque, j'étais petit journaliste à Libération. Je me disais, qu'est-ce que c'est? Elizabeth Taylor ne s'intéressait pas beaucoup à Brigitte Bardot. Je veux dire, elle s'intéressait qu'à la Calas. Elle aurait aimé chanter. Et moi, je n'ai pas interviewé la Calas, mais j'ai fait un bouquin sur la Calas. Et la Calas et Elizabeth Taylor avaient une fascination totale l'une pour l'autre. L'une aurait aimé être l'autre et l'autre aurait aimé être l'une. Vous savez? Alors Calas, ça c'est le seul ragot que je vais vous dire. C'est le seul ragot parce que tout ce que je vous raconte, c'est vérifié, c'est dit et c'est vu. On raconte que Calas, qui était une grosse dondon épouvantable, qui était une grosse femme, qui avait des problèmes, je ne sais pas quoi, on raconte, mais ça je ne l'ai jamais vérifié, on sait pas, qu'elle aurait volontairement avalé un ver solitaire, et que le ver solitaire qu'elle a avalé lui a rendu ce profil de déesse étrusque, sublime, fine et distinguée, qui est après devenue la plus grande chanteuse du monde, la maîtresse d'Onassis, c'est une femme tout à fait sur la... Mais Calas aurait aimé avoir la carrière d'actrice d'Elizabeth Taylor, et Taylor aurait aimé chanter comme Calas. Parce qu'elle se fascinait, elle s'admirait l'une l'autre. Vous savez que Maria Callas était donc mariée à Onassis, et c'est elle qui a, on va revenir à Elizabeth Taylor, qui a donné sa carrière à Nana Mouskouri, parce qu'elle habitait au Pirée, donc Onassis était grec, et puis Callas et Onassis étaient grecs tous les deux. Hein. Ils étaient donc tous les deux au Pirée, et un jour ils vont dans une taverne à Plaka, qui est le quartier du port, et ils trouvent à Plaka une femme qui chante. On a l'impression qu'elle a avalé des rossignols. On a l'impression qu'elle fendit le cristal. Elle chante divinement, une femme. Elle s'appelle Ilona. Ilona, moi j'aime beaucoup cette femme, c'est Nana Mouskouri, vous l'avez compris. Et Nana Mouskouri, son rêve, c'est de faire de l'opéra. Et Callas, qui vivait mal, malheureuse, qui avait du mal, c'était compliqué ou quoi. Vous savez, Callas, elle était myope. Un jour, elle chantait à l'opéra de Paris, à l'opéra de Rome. Et on lui envoyait des fleurs. Elle avait des ennemis. Il y avait Callas, la Thébaldi, il y avait des clans, des cantatrices, il y avait des choses un peu compliquées. Et un jour, on lui envoyait une gerbe de poireaux. Elle a ramassé les poireaux comme si ça avait été des roses baccarat.
Et la malheureuse Calas, mais elle a été formidable, elle serrait contre son cœur et contre ses seins la gerbe de poireaux, comme les myopes, comme une taupe. Elle pensait qu'elle avait des roses baccarat entre les mains. Mais quand même, l'odeur du poireau de la rose baccarat, c'est tout à fait la même chose. Mais quoi. Donc elle a fini, et elle a été très intelligente, elle a joué avec ça. Et il y a des photos sublimes de Calas qui se sert d'une gerbe de poireau à l'Opéra de Rome, aussi beau que la Scala de Milan, que l'Opéra de Paris, et que ça de façon extraordinaire. Bon, ça, c'est l'amour, ça, c'est pas ce qui est important. C'est que Louis II, prince de Monaco, qui avait quand même 75 ans, 76 ans, qui était le prince de Monaco, vous savez, il avait une coupe comme un phoque à poil dur, un peu comme ça, il avait un gros monocle, il était très souverain, très imbu de ses prérogatives, et il était là-bas, donc il avait reconnu sa fille, la fille de la blanchisseuse, on l'avait laissée, mais il avait reconnu la fille de la blanchisseuse, et puis il élevait ses petits-enfants, donc Régnier et Antoinette. Et un beau jour, il va au théâtre. Je ne sais pas si vous connaissez le théâtre de Monaco, c'est ravissant. C'était fait par Charles Garnier, qui a fait l'Opéra de Paris. C'est un petit opéra d'Opéra Garnier en plus petit. Il voit au spectacle, il est vieux, il est célibataire, il s'est jamais marié, il y a la blanchisseuse, c'est de la vieille histoire et tout. Et il voit le spectacle et il voit l'Aiglon. Et il voit l'Aiglon et il voit une femme qui joue l'Aiglon, qui a des cheveux un peu frisés au petit fer, comme ça, et tout, la peau mate, la peau blanche et claire, comme un lavabo et tout. Oh, il tombe amoureux enfin, il la trouve ravissante. Et à la fin du spectacle, on vient, comme on le fait, on vient présenter. Mais comme on était ce qu'on appelle podagre, vous savez, il avait du mal à marcher avec des gros jambes avec de la goutte. Donc on lui amène les acteurs de la distribution dans sa loge. Et on lui amène notamment la jeune actrice qui a joué donc l'Aiglon. Et la jeune actrice qui a joué l'Aiglon, qui avait mis, vous savez, comme on le fait toujours, par tradition, depuis Sarah Bernard, l'Aiglon, c'est joué par des femmes. Donc elles se mettent des bandes très serrées sur la poitrine pour écraser leurs seins. Elles ne peuvent pas jouer l'Aiglon avec des seins qui pètent aux étoiles. Je veux dire, ça n'existe pas. Ça, c'est pas possible. Donc on arrive, et entre-temps, mademoiselle Guylaine Domagé, puisque c'est elle, a repris sa forme de femme normale, avec une belle poitrine, des seins comme des calebasses, une belle paire de seins. Et elle vient voir Louis II, prince de Monaco. Il tombe fou amoureux de cette femme à l'espace d'une seconde. Il y avait des gros seins, il était fou de bonheur sur elle. Est-ce que vous savez, on ne le sait pas, mais encore une fois, je ne vous dis que des choses véritables et authentiques, Louis II de Monaco a épousé cette Guylaine Domagé, qui était une théâtreuse de province. Je ne sais même pas si Pascal Dupont, qui s'occupe de ce festival ici, aurait engagé Guylaine Domagé. Je ne sais même pas si on a engagé Guylaine Domagé, qui était une actrice, je veux dire, de tournée Chanel, un peu comme ça, ce genre de choses ou quoi. Et donc, elle s'est retrouvée princesse de Monaco. Donc il avait 70 ans, elle avait 20 ans, elle avait 50 ans de moins que lui. Elle avait sa grosse paire de seins, et elle faisait toutes les inaugurations à Monaco. Il y avait Louis II qui arrivait en marchant comme ça, et tout, et arrivait derrière Guylaine Domagé. On a l'impression qu'elle abritait des œufs de dinosaures dans son corsage, et elle était comme ça. Ça, c'était les couples souverains de Monaco, ça a été ça. Donc Françoise Seigné, très catho, je veux dire, les intégristes de Nicolas du Chardonnay, je veux dire, ils sont un peu à gauche pour Françoise Seigné, vous voyez un peu ce que c'était. Donc c'était le bonheur, elle montait au ciel, c'était le pape, elle jouait devant le pape, c'était l'extase extatique, il fallait ouvrir le procès en béatification. Bon, elle joue la pièce, intimidée, machin et tout, et on regarde. Je regarde le pape regarde la pièce. À la fin, la pièce se termine. Alors, tonnerre d'applaudissements de 10 personnes, vous voyez, dans un jardin gigantesque, les cyprès, et toutes les religieuses derrière. Alors, il y avait le premier cercle, il y avait nous, puis derrière, il y avait toutes les religieuses, 30 religieuses, comme les dames à tabouret, là, qui étaient debout derrière et qui regardaient. François Seigné s'approche. Le pape se lève, très Saint-Père, il a un peu de mal et tout ça, il est content. Et puis, je vous répète, François Seigné, pour elle, c'était son Dieu vivant. Je veux dire, c'est comme si moi, je rencontre Marilyn Monroe et Brigitte Bardot, ensemble, en train de se... Je sais pas, bon, peu importe. Et le pape avance un tout petit peu et François Seigné arrive. Saint-Père, Saint-Père. Elle pleurait, mais je ne veux pas faire ricaner parce que c'était émouvant pour elle. On voyait que c'était le moment de sa vie. Elle montait au ciel. Elle était en lévitation. Elle était en lévitation totale. Et le Saint-Père s'approche d'elle et il s'approche d'elle. Elle s'évanouit. Le Saint-Père la touche, elle s'évanouit devant le Saint-Père. Mais François Seigné, pardon d'être, je suis pas mince, mais François Seigné, je veux dire, c'est quasiment un quintal et demi. Je veux dire quand même, imaginez cette femme qui tient le. J'ai cru l'espace d'un moment, pardon très Saint-Père, qui dansaient la bourrée tous les deux. Mais c'est ce qui c'est un moment. Le pape était comme ça, il tenait la main de François Seigné, c'était comme ça tous les deux. Elle tombait. Et le pape faisait l'effet. Et du coup, il l'a pris entre ses bras et François Seigné est venu se coller contre le pape, qui a un espèce de mouvement esquissé un peu comme ça. Ça venait de la oupa d'un vieux Charlton Heston, on ne sait pas ce que c'était, mais on ne comprenait pas vraiment, parce qu'en fait, François Seigné s'évanouissait. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a étendu François Seigné sur la petite scène qui était un peu haute comme ça, là, devant le pape. Le pape, il ne savait pas quoi faire, le pauvre homme, on ne savait pas quoi faire. Il n'y a pas de médecin, il n'y avait rien, quoi que ce soit. Alors on tapote François Seigné, elle est habillée en paysanne moyenâgeuse, vous voyez, un peu des gros jupons et tout, un gros machin comme ça. Et le pape, il y a des photos de ça. Hein. J'étais avec un photographe au Bahamas, on a fait des photos de ça. Mais
on les a fait interdire. Il ne faut pas sortir ce genre de choses, quoi. Et le pape, il tapotait les joues de Françoise Sénier comme ça. Est-ce qu'elle va mourir? Elle ne va pas mourir. Attends, on rigole maintenant, mais à l'époque, on ne rigolait pas. Je veux dire, c'était triste. Puis en plus, le texte était joli, il n'a pas été spirituel, c'est bien, quoi. Françoise Sénier, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ouvre les yeux. Imaginez, vous êtes chrétienne, mais pas chrétienne, vous êtes bigote, au-delà de la bigoterie, je veux dire. Voilà. Vous vivez dans le cœur des anges, vous vivez dans une chapelle, vous vivez dans un bénitier, vous dire, quoi. Et elle est comme ça, couchée sur la petite tablette et tout, les cyprès, le machin et tout. Et qu'est-ce qu'elle voit? Pencher sur elle, comme ça, le visage du pape. Pouf! Elle a poussé un cri d'effroi. Comme si elle voyait le loup des Malveneurs ou l'empreinte de Frankenstein. Ah! Pouf! Et la malheureuse s'est complètement évanouie. C'est évanouie pour de bon, là pour de bon. On l'a tapoté et tout, le machin. Là.